Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission intitulée Faire face. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important, un sujet d'actualité et nous avons un invité de parcours, Monsieur Barry Mamadou. Que nous allons présenter dans quelques minutes. Mais si vous venez de nous prendre en marche, bienvenue dans cette deuxième partie de Faire face sur la page de Handicap Entertainment Studio. Aujourd'hui, vous êtes toujours avec Aludio Barry pour vous servir dans cette émission. Comme je disais, je vais en dire bonsoir à Monsieur Barry Mamadou. Rebonsoir, Monsieur Barry. Rebonsoir, chers collègues. Okay. Merci d'accepter notre invitation. Avant d'aller de vous dire le sujet, nous allons présenter d'abord notre cher invité. C'est Mamadou Barry. Il est natif de Télémilé. Il a eu la poliomyélite à l'âge de 5 ans. Il a entamé sa scolarité à Conakry dans le quartier, plus précisément à Solo Primo, et il a fait le secondaire à Afia, puis l'université les études supérieures à l'université de Sonfonia, et actuellement, gardez bien, actuellement, il est titulaire d'un master à lettres modernes. Donc, Mamadou Barry, c'est un exemple. C'est un exemple de succès, c'est un exemple d'inspiration y compris chez les personnes valides et les personnes à mobilité réduite. Pour les personnes à mobilité réduite qui sont au primaire, au collège, au lycée, comprenez que avec un objectif, rien ne doit vous décourager. Donc, Mamadou Barry est un exemple de courage. Donc, inspirez-vous de cette personne qui a fait un parcours très brillant et aujourd'hui, il est titulaire de master en lettres modernes. Maintenant, pour ce qu'il a pu faire aussi pour les personnes à mobilité réduite, parce que c'est une personne à mobilité réduite, M. Barry faisait partie d'une association où il était le porte-parole de cette association entre 2014 et 2020. Et cette association, c'est la promotion de la Convention international sur les droits des personnes handicapées. Donc, il a donné corps et âme et tout son savoir pour défendre les personnes, pour que les personnes à mobilité réduite rentrent dans leurs droits. Donc, mais comme vous savez, la vie nous réserve des surprises et c'est encore une autre surprise, mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc, Mamadou Barry est un combattant. Il continue son combat et tout récemment, il a eu aussi un autre accident sur la voie publique qui était un peu terrible. Mamadou Barry a perdu son col fémur, son col fémur, qui a affecté sa mobilité, sa mobilité, mais qu'à cela ne tient, Mamadou Barry continue de faire ses activités et de se lever parce que il sait que tant qu'il vit, tant qu'il y a l'âme dans son corps, il va toujours pousser. Donc, le plus important chez l'être humain, c'est ce courage qui ne meurt pas, ce courage qui n'est jamais atteint d'un handicap. Donc, encore une fois, rebonsoir, M. Barry. Rebonsoir, chers collègues. Et bienvenue dans cette émission. Si vous voulez ajouter, si vous avez quelque chose à ajouter sur votre présentation, je vous donne la parole et allez-y. Et pour un peu de précision, si vous voulez, bien sûr. Peut-être la seule précision à apporter, c'est un peu, disons, l'épisode de militantisme que j'ai eu, l'imitantisme bien entendu, pour le respect des droits des personnes handicapées en République de Guinée, que j'ai eu à faire de 2014, disons, à 2020. Disons que je suis fier parce que je participais, disons, à tous les ateliers concernant la rédaction de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées en République de Guinée, une loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président Alpha Condé en 2018. Mais c'est une loi qui
Nyanda sai Langal Deka. Désolé. Donc, non, nous sommes en français. Ils sont plus dans le défouloir. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et donc, nous sommes dans la deuxième partie. Oui. Oui, je comprends. Donc, je ne sais pas si les gens ont pris connaissance du contenu de cette loi, mais comme je l'ai dit, c'est une loi qui aborde toutes les facettes concernant les personnes vivant avec un handicap. L'accessibilité, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, pratiquement tout était pris en compte. Mais le souci, c'est quoi? Vous savez, dans le pays, on a cette réputation-là, un pays détenteur de beaux textes, où le législateur est apte à bien rédiger, à bien imaginer, disons, de beaux textes, mais l'applicabilité, c'est ça le problème. Comme on me le dit souvent, c'est la croix et la bannière. Parce que moi, à l'époque, j'avais eu à faire le tour de certaines chaînes, des grandes chaînes, justement pour communiquer autour de cette loi, pour en faire la promotion et justement pour inviter les parlementaires à l'époque de nous soutenir, de se prononcer en faveur de la loi. Et c'est pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour rappeler que la loi avait été votée avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Surtout là, j'étais présent également. J'étais présent avec le doyen Diop, disons le doyen Diop, l'un des précurseurs du mouvement des personnes handicapées en République de Guinée et qui est actuellement au CNT. Et donc, je me disais qu'avec cette loi, peut-être que les personnes handicapées pourront sortir de l'ornière. De l'ornière de la précarité. Mais comme on me le dit souvent, je me rends compte que la lutte pour la lutte contre la lutte pour la promotion du droit des personnes handicapées, ça doit être une lutte au quotidien. Au quotidien, oui. Ouais, c'est une lutte au quotidien. C'est que faut jamais dormir sous les lauriers pour dire que tous les objectifs sont atteints, en fait. Elle a été votée et promulguée, donc c'est fini. Ouais, elle a été votée et promulguée, mais l'applicabilité, l'effet, oui. on ne ressent pas trop. Parce qu'il y a 2 semaines, l'émission portait sur ça, parce qu'il y a une nouvelle proposition de loi. Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris, ils ont profité. Oui, si vous avez eu la chance de voir cette brochure. Non. La nouvelle version, les amendements qui ont été apportés, malheureusement, je n'ai pas pu les consulter. Je n'ai pas vu, je n'ai pas eu accès. Mais quand même, j'ai eu l'information. Je vais vous envoyer et puis nous allons faire une émission sur ça. D'accord, ça me fera plaisir. Et donc, moi, j'ai appris récemment par le biais d'un collègue, que la loi est retournée à l'Assemblée nationale. Et ils ont recruté un expert international qui va réexaminer la loi justement pour en faire, disons, une autre version. Donc, moi, j'ai dit que si ça prend en compte la problématique, les préoccupations de toutes les personnes handicapées de la République, moi, j'ai dit tant mieux. Ouais, moi, je dis tant mieux. Ça ne me pose aucun problème que la loi soit retournée. Et surtout, M. Barry, et surtout, ce que les gens doivent comprendre, la loi, toutes les lois que moi j'ai vues, ils doivent comprendre après tout, c'est des services pour les personnes à mobilité réduite. Parce que c'est là l'applicabilité. Il faut créer ces services qui sont en conformité avec la loi là. Parce que promulguer seulement les lois là et sans que ces services n'existent, ça n'apportera absolument rien. Parce que moi, dans cette émission, je m'accentuais beaucoup afin que les associations, les ONG, surtout les associations fêtières, qu'ils font un combat de telle sorte que cette loi soit respectée sur le plan de service. Maintenant, comment maintenir cela? C'est là le problème. La lutte de la rédaction et de la proposition ne suffit pas. D'abord, alors ce que vous dites, parce que quand on parle du handicap, la question elle est transversale. On a tendance souvent, disons, à rejeter toute la responsabilité, l'entièreté de la responsabilité sur le ministère de l'Action sociale. Moi, je dis que c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je vais dire qu'il y a
presque tous les départements ministériels sont concernés par le handicap. Lorsqu'il s'agit de faire la promotion du handisport, c'est le ministère du Sport. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte que l'école guinéenne soit inclusive, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Lorsqu'il s'agit de faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits civils et politiques, il n'y a pas de problème. Monsieur Barry, on va revenir sur ça pour ne pas qu'on quitte dans le sujet du jour. Je pense, je vais t'envoyer cette proposition de loi et tu vas revenir dans cette émission sur ce thème. Ça serait très important. Nous allons débattre cela avec vous. Merci à Kadjatou, merci à Oumar et Dramé et qui nous dit bonne émission. Maintenant, on va rappeler le sujet du jour. Si je continue à t'écouter, nous allons sortir hors du sujet. Merci quand même, M. Barry. C'est très intéressant ce que vous dites. Et ça mérite un débat, une émission complète. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est quoi? C'est quel plan d'action est approprié dans la protection des personnes en situation de handicap en cas de catastrophe ou de calamité nationale et naturelle, de moins calamité naturelle. Comment répondre à leurs besoins pour garantir leur prise en charge adéquate, inclusive et équitable. Donc, chassant qu'en cas de catastrophe naturelle, un plan d'action approprié pour la protection des personnes en situation de handicap devrait inclure l'identification préalable de leurs besoins spécifiques, la mise en place des structures d'évacuation, d'accessibilité, la formation du personnel d'urgence sur la prise en charge inclusive et la fourniture d'équipements adaptés, la communication accessible et l'assurance que les centres d'accueil sont adaptés aux besoins diversifiés sont également cruciales pour garantir une prise en charge adéquate, inclusive et équitable des personnes en situation de handicap. On pose le débat dans cette émission avec notre invité du jour, invité de parcours, M. Barry Mamadou. M. Barry Mamadou, je vais reprendre la même question que je vous avais posée à l'entendre dans la première partie du défouloir. Quelle a été votre première pensée dès que vous avez appris de l'incendie qui s'est produit à Kaloum? Bien, alors, les premières pensées que j'ai eues, d'abord, c'était des pensées d'inquiétude, naturellement, parce que quand vous avez vos compatriotes sur place et que vous voyez une fumée si gigantesque, un incendie si dévastateur, automatiquement, vous êtes peiné, vous êtes inquiet. Alors, j'ai pensé à tout ça et puis je n'ai pas manqué de penser également aux personnes en situation de handicap parce que c'est des personnes ayant des besoins spécifiques. C'est des personnes qui n'ont pas, disons, certains parmi eux ne peuvent pas se mettre à l'abri au même titre qu'une personne, entre guillemets, normale. Ouais. Donc, automatiquement, j'ai pensé à tout ça. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai salué la thématique du jour parce que ça colle à l'actualité. Ça devrait inviter les uns et les autres à mieux réfléchir justement pour que les politiques de secours soient, comme je l'ai dit, inclusives. Alors qu'on essaye justement de prioriser cette couche, quand il y a des catastrophes, quand il y a des problèmes comme ça. Parce que c'est des gens qui, comme je l'ai dit, ont toujours du mal à se mettre à l'abri. Vous voyez. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'avais à dire. Et je disais aussi qu'il faut quand même se réjouir du fait que nos pouvoirs publics deviennent de plus en plus sensibles à la question. Parce que, comme je l'ai dit, dans le dernier communiqué faisant état du bilan de l'incendie, ils ont pris la peine justement de répertorier toutes les personnes vivant avec handicap qui ont été impactées par l'incendie. Vous voyez.
Donc ça, il faut se réjouir, mais il reste beaucoup à faire. Mais ça, quand même, c'est une preuve. Ça prouve que les messages que nous sommes en train de véhiculer quotidiennement sont en train plus ou moins de tomber dans des bonnes oreilles et que nous avons le grand espoir qu'un jour les choses vont changer à l'avantage des personnes handicapées. En situation d'handicap. Et cela étant dit, surtout, bon, je n'ai pas de certitude ou bien une statistique à main, mais à vue d'œil, il y a plus de personnes en situation d'handicap dans la commune de Kaloum où l'incidence est produite par rapport aux autres communes. Et cela, c'est clair, je pense, mais ça reste à être vérifié, mais à vue d'œil, c'est un peu cela. Mais monsieur Barry, il y a une chose est-ce que, parlant de l'État, parce que ici, nous allons parler de l'État et les services dont l'État possède pour secourir en cas de catastrophe naturelle ou en cas d'incendie tel que ce qui s'est produit, et parlant aussi de ces personnes de bonne volonté qui sont venues en premier lieu, en première position, est-ce qu'il devrait y avoir une procédure, que ce soit chez l'État et au niveau de l'État, au niveau de ces services qui existent, est-ce qu'il devrait y avoir une procédure d'abord au préalable pour évacuer et pour prendre des mesures de sécurité pour ne pas qu'il y ait trop de victimes? Parce qu'en finish, ils ont dit, d'après l'État, qu'il y a eu 23 qui sont morts pour le moment. Et on souhaite que ce soit les 23 et que ça ne dépasse pas, parce que jusqu'à présent, nous avons des malades aussi qui sont dans les lits. Oui, en fait, ce que je vais dire, en fait, je vais me répéter. C'est ce que j'ai toujours dit depuis qu'on a commencé cet échange-là. Ce que je vais dire, il faut faire en sorte que toutes les politiques publiques soient inclusives. Okay. Ouais, que ce soit en matière de secours, que ce soit en matière d'éducation. Et quand je dis inclusive, c'est de prendre en compte la dimension handicap et surtout former le personnel à la question du handicap. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'incendie tel qu'il s'est manifesté à Kaloum, faire en sorte qu'il y ait parmi le personnel de la protection civile ou de l'Agence nationale de la gestion des urgences et des catastrophes naturelles, qu'il y ait une catégorie du personnel qui s'occupe exclusivement du handicap. Ouais. Et là, sont investis de la mission de venir extraire les personnes handicapées pour les mettre à l'abri. C'est ça leur mission. Donc, il faut faire en sorte que ça soit comme ça. Vous voyez, mais si, voilà quoi, on n'enseigne pas la priorité, on n'enseigne pas comment faire, ben, ça va forcément poser problème, quoi. Mais a priori, avant cela, est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire qu'ils détiennent, que ce soit la commune, que ce soit ses services, qu'ils détiennent un peu le recensement et comment localiser ces personnes en situation de handicap dans la capitale ou presque partout dans le pays? C'est naturel. Ce que vous dites, c'est fondé. Il faut détenir des chiffres qui sont fiables. Il faut recenser. C'est qu'il faut recenser pour connaître le nombre exact. Ça permet de répondre aux besoins. C'est cela qui permettra d'évaluer les besoins et d'y répondre avec efficacité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, comme vous l'avez dit, Kaloum, par exemple, nous connaissons que c'est la concentration, si vous voulez, des personnes handicapées pour plusieurs raisons. Parce que c'est le centre administratif. Il y en a parmi elles des gens qui ne vivent que de la mendicité. Voilà, de la mendicité. Et nous savons tous que le matin, tout le monde descend vers Kaloum. Donc, ils estiment qu'ils ont plus de chances de gagner leur quotidien en établissant domicile à Kaloum. C'est pourquoi il y a tout ce grand rassemblement aux alentours de la mosquée Faisal. Et donc là, si on a ces données-là en tête, nous savons qu'à Kaloum, par exemple, nous avons telle personne handicapée qui y vivent, telle personne atteinte de déficience visuelle, telle personne souffrant de troubles moteurs, telle personne souffrant, disons, de déficience auditive. Alors, on va amener une équipe suffisante, bien formée, bien qualifiée, justement pour voler au secours de ces personnes-là. Donc, le recensement, il est impératif.
Il est impératif. D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement les personnes handicapées. Tout pays sérieux, soucieux du développement, doit détenir des chiffres exacts, doit connaître, disons, sa population exacte, parce que ça permet justement de répondre avec efficacité les besoins en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures scolaires, sportives, de l'eau, de courant. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Et là aussi, j'aurais appris que bientôt, il y aura un recensement. Parce qu'il y a un recensement qui avait été fait. J'ai oublié c'est en quelle année. Mais à l'époque, nous, les différents ateliers auxquels nous avons pris part, à chaque fois que la question des chiffres s'est posée, on donnait des chiffres, mais c'était à relativiser, au fait. C'était à relativiser. Oui, même la dernière sortie de Madame le ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, elle a donné un nombre qui n'était pas exact. Donc, tout cela, ils doivent recenser dans des conditions normales, avoir la statistique, les vraies statistiques de sa population et spécifiquement de ces personnes en situation d'handicap. Non seulement, c'est pas seulement de connaître le nombre, mais aussi par catégorie, comme tu l'as si bien dit, de Kassa à Yomou jusqu'au confins, parce que la Guinée ne se limite pas seulement qu'à Conakry. Maintenant, M. Barry, je voulais juste vous demander, est-ce que vous pensez que ces associations fêtières, ces ONG peuvent prendre le devant pour aider ces services à localiser et dans le recensement, même si d'abord c'est pas peut-être le vrai recensement du gouvernement pour juste mettre la puce à l'oreille? Est-ce que ça peut être aussi le rôle de ces associations? Est-ce que vous pensez que oui. Ça peut être... Bien entendu. Au fait, les associations, les OPH, c'est la raison de leur existence. C'est la raison de leur existence. Au fait, si vous voulez, je vais dire que ces associations, c'est des garde-fous. C'est des garde-fous. Ils jouent, disons, un rôle de veille. Vous voyez, c'est-à-dire, la mission principale de ces ONG-là, c'est d'épier le gouvernement. C'est de regarder le gouvernement par rapport à les projets qu'il est en train de faire. Est-ce que le projet prend suffisamment la préoccupation des personnes handicapées? C'est ça le rôle des ONG. Et si ce n'est pas le cas, les ONG doivent alerter. Ouais, les ONG doivent alerter les gouvernements, doivent faire des propositions. C'est ça la vocation principale de ces ONG-là. Donc, si des chiffres fiables n'existent pas, ben, écoutez, ces ONG-là, parce qu'il y en a plein maintenant en Guinée, peuvent faire une espèce de lobbying, vous voyez, pour pousser le gouvernement justement à engager des opérations de recensement pour que nous ayons, disons, des données fiables, disons, du nombre de personnes handicapées vivant en Guinée. C'est extrêmement important. Et encore une fois, il revient encore à ces ONG-là, justement, de faire preuve de combativité, de pugnacité, pour que nous ayons à chaque organe, à chaque instance de décision, pour que nous ayons une personne atteinte de handicap qui est très bien imprégnée du handicap et qui est informée de quoi nous souffrons, qui est sensibilisée de la question. Parce que c'est là le problème aussi. C'est là le problème, M. Barry. Parce c'est une mission revenant encore aux idées. Oui, mais quelque part, est-ce que ceux qui représentent parfois les personnes handicapées sont réellement imprégnés ou bien sont réellement avertis sur la question ou bien les problématiques de la vie des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'ils ne pensent pas seulement qu'à leur personne? C'est ça le problème. Oui. Je pense que là, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique. Et ça, ce n'est pas le propre. Ce n'est pas le propre des structures des personnes handicapées. D'ailleurs, dans le pays, c'est des cas qui arrivent. Vous voyez des ONG qui ne réunissent pas forcément des personnes handicapées où il y a des querelles intestines, où ça chamaille. Surtout quand la problématique de l'argent se pose. Vous voyez, donc là aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et peut-être que c'est là que je vais interpeller le MATD, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Parce que, vous savez, c'est le ministère là aussi qui régit le fonctionnement de ces ONG. Vous voyez, donc ce serait hyper important de demander à chaque ONG
détenteurs d'un agrément est présente sur le terrain, de faire un rapport d'activité annuellement. Vous voyez, pour montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout ça, encore une fois, il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut qu'il y ait du sérieux. C'est quelque chose que... Et de la part du ministère de l'administration du territoire et de la part des ONG. Parce que si le ministère de l'administration du territoire n'inspire pas confiance, n'inspire pas crédibilité, ben, mais plus, non, non, ce n'est même pas le problème de crédibilité. Plutôt, ce ministère se préoccupe beaucoup sur les politiques au lieu de ces associations et des ONG. Nous avons eu à discuter cela dans cette émission. Parce que, normalement, toutes les associations, la manière dont ils ont voulu assainir les politiques, ils peuvent faire la même chose dans les associations et dans les ONG, parce que ça existe plusieurs associations et ONG qui ne fonctionnent pas dans les normes, qui sont parfois des fantômes, des associations de fantômes, des ONG fantômes qui existent en Guinée, juste pour racketter de l'argent aux institutions et au nom de ces personnes en situation de handicap et avec l'État parfois même. Et ça existe trop. Ils peuvent faire la même chose, la même intention qu'il a montré aux politiques qu'ils veulent assainir carrément ça, la politique. Ils peuvent faire la même chose. On verra que parmi les 1000 associations, il y aura peut-être que 200 associations ou moins de 100 qui seront dans les normes. Oui, oui. Et aussi peut-être un peu pour réduire les risques de détournement, parce que ça, je peux l'appeler détournement, parce que quand on monte un projet au nom d'une personne et qu'on gagne les fonds et qu'on les utilise à d'autres fins, ça devient du détournement, quoi. C'est un détournement, c'est ça qu'on appelle ça. Peut-être pour réduire un peu le risque de ça, vous voyez, c'est important de créer ces fédérations-là, ces structures fêtières, c'est-à-dire ne pas laisser des associations pousser ça et là, des associations naître ça et là. Vous voyez? Alors que nous avons tous le même objectif. Vous voyez un peu? Alors que nous avons tous le même objectif. Et ceux qui sont à la tête de ces ONG, de ces associations, c'est eux aussi qui doivent faire preuve de transparence. Preuve de transparence, c'est-à-dire expliquer à tout le monde comment est-ce qu'on utilise les fonds, qu'est-ce que nous avons eu et comment est-ce que ces fonds-là ont été utilisés. C'est là le grand problème, M. Barry. Mais aussi aux personnes handicapées d'être trop exigeantes. Parce que l'argent, voilà quoi. Est satanique. De passage, je vais dire merci et bonsoir à Tango et rebonsoir. Merci à Oumar qui nous suit quelque part à Kadiatou Silla. Et sur l'autre compte, je dis encore, il y a Mamadou Diallo qui nous écrit, il dit l'État s'en fout de nous depuis ce jour, nous n'avons rien reçu à Kalo, même l'eau à boire. C'est Mamadou Diallo qui nous dit depuis Kaloum, il est porteur d'handicap. Pour une précision, c'est Baïfal de Kaloum. Et il revient encore dans un autre message, ce que vous dites est important. Merci à Mamadou Diallo et merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Continuez de nous suivre sur cette page de Handicap Entertainment Studio. Et nous sommes toujours avec notre invité du jour, c'est M. Barry Mamadou, qui est l'invité du jour. Il va nous revenir et nous allons continuer avec les questions sur l'actualité. Donc, nous allons continuer toujours, M. Barry. Est-ce que, parce que en parlant peut-être dans des structures, dans plans, est-ce qu'il n'est pas important de spécifier, par exemple, la préparation et planification, par exemple, l'identification des personnes en situation de handicap, nous l'avons en parlé, et l'évacuation et hébergement d'urgence. Maintenant, est-ce que cela a été fait, ce point, et l'évacuation, peut-être c'est fait, mais l'hébergement d'urgence,
malgré peut-être, je ne sais pas, le pouvoir ou bien ce qui a fait la Croix-Rouge en Guinée face à cet incendie, je n'ai pas eu les statistiques ou bien s'ils ont eu à donner de l'hébergement à certaines personnes, même si ce n'est pas les personnes victimes en général. Oui, vous savez, hein, je ne sais pas si c'est une question de moyens, mais comme je l'ai dit, vous savez, peut-être que ça de ça parce que le gouvernement même a mis en place, disons, un dispositif pour demander aux uns et aux autres de voler au secours, d'apporter des contributions. Donc, ça sous-entend qu'il y a un problème de finance, il y a des moyens financiers qui se posent. Et dans ces conditions-là, et vous voyez, hein, après l'incendie, tout le monde est venu se regrouper à la mosquée Faisal. Et récemment, j'ai appris que les gens sont partis au stade du 28 septembre. Donc, à ce jour, je ne sais pas si notre gouvernement a des locaux ou des bâtiments qui sont vides pour y héberger tout le monde. Je n'y crois pas. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, c'est des situations qui arrivent de manière imprévue. Tout ça n'était pas prévu. On ne savait pas que, attendez, au mois de décembre, le pays va être secoué par un incendie. Il faut réquisitionner tel hôtel et vider tout le monde pour, voilà quoi, pour toute éventualité. Donc, on n'était pas préparé à ça. Et à mon avis, c'est ce qui a posé le problème d'hébergement. Vous voyez? Donc, ce que j'ai vu, c'est des citoyens lambda qui étaient en train justement, de bonne volonté, qui étaient en train justement de se manifester pour dire à l'opinion qu'ils ont tel nombre de places et qu'ils sont prêts justement à accueillir quelques victimes justement pour les héberger. Et maintenant, en ce qui concerne des personnes en situation de handicap, parce que nous parlons d'elles, et vous savez, hein, dorénavant, même ça, il y a plein qui dorment à la belle étoile. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Oui. Il y en a plein qui dorment à la belle étoile. Vous voyez, donc la question, le problème, il est épiné au fait. Ouais. Il est épiné. Ouais. Et vous prenez le centre Guinée, comment ça s'appelle, à Taouya. Je sais, Cité Solidarité. La cité de la solidarité, c'est plein. Oui. C'est plein à craquer, surrempli. Donc, on ne peut pas prendre le risque de prendre les sinistrés pour les conduire vers ce côté-là. Vers ce côté-là. Mais M. Barry, quelque part, moi, je pense, par exemple, et ce que je voulais juste poser une autre question avec une petite précision. Par exemple, toi qui vis dans un pays plus organisé, et regardez comment parfois s'il y a quelque chose qui arrive, ils vont louer certains hôtels. Et en Guinée, il y a des hôtels, il y a des motels. Ils peuvent même, s'il y a de l'argent, ils peuvent même faire des tentes au stade, par exemple, pour héberger certaines familles en attendant. Parce que d'après le dernier reportage ou bien le dernier, comment dirais-je, bilan que l'État a donné, qu'il y a eu à peu près plus de 150 maisons qui ont été affectées. Donc, on peut imaginer plus de 150 familles. Et il continue, le recensement continue. Donc, est-ce qu'ils sont pas, parce que, mais quelque part aussi, on se dit, l'État ne dit toujours pas la vérité à ces pareilles circonstances, parce que s'il y a 150, on peut imaginer que s'ils disent 150, on peut imaginer à 200, 250, voire plus. Est-ce que tu vois? Donc, souvent, l'État... Le bilan, il est susceptible d'évoluer. Oui. Parce que même hier, je suivais le Premier ministre devant les conseillers du CNT qui disait qui a, disons, à l'œil nu, peut-être a pu évaluer la gravité de la situation et qui disait que la plupart de nos compatriotes sont sous les décombres. Oui. Vous voyez? Donc, le bilan, il n'est pas statistique. Il n'est pas statique, du moins, il est évolutif. Le bilan est susceptible d'évoluer. Vous voyez? Et maintenant, par rapport, c'est pourquoi... je ne sais pas, mais je pense que dès le début, il y a eu
un problème de communication. C'est pourquoi, si vous Oui, voulez, c'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes aussi parce qu'il y a eu... La version officielle de l'État, officielle de l'État a été toujours remise en cause en République de Guinée, surtout à l'occasion des tragédies. Je me rappelle même certains, au temps d'Ebola, certains qui disaient même que non, c'était faux, que Ebola n'existait pas. Oui. Vous voyez, pour eux, c'était tout un mythe monté de toutes pièces par le gouvernement. Vous voyez, donc, là, le problème, il est profond, en fait. Le problème, il est profond. Le problème, il est profond. Maintenant, pour ce qui est de la situation actuelle, parce qu'il est avéré, que l'État guinéen n'a pas les moyens pour recaser tout le monde, pour héberger tout le monde. Vous voyez, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison. L'urgence, c'est quoi? Parce que il y a un autre risque. Moi, j'ai appris que certains citoyens ont commencé à regagner leur domicile. Ça, c'est un risque. Il faut stopper ça. Au préalable, il faut mettre en place des experts qui vont venir évaluer toute la commune. Surtout les maisons qui étaient aux alentours du dépôt. Parce que reconstruire ces maisons-là et se mettre là-dedans, alors que le secousse était très violent, moi j'ai dit, on s'expose à d'éventuels risques plus graves. Dans les années à venir, oui. Bien entendu. Heureusement que le gouvernement a pris en compte la question. Parce que j'ai vu dans le communiqué où ils ont dissuadé les gens justement de revenir dans leurs maisons. Parce qu'il va falloir mener des études, évaluer justement parce que ces maisons-là, même quand on reconstruit ces maisons-là sont devenues fragiles. Sont devenues fragiles. Parce que ce sont beaucoup chiffrés, oui. Oui. Au fait, le secousse, il était violent. Il était violent. On est d'accord sur la question. Et même ces bureaux-là, il faut tout évaluer. C'est pourquoi j'ai le discours du Premier ministre. Le discours du Premier ministre devant les conseillers, là, il a tenu un discours de vérité. Parce qu'il ne faut pas minimiser les dégâts et le danger, alors qu'en réalité, tout le monde connaît que c'est une tragédie. Le pays traverse une épreuve très douloureuse, vous voyez. Donc, c'est d'où on parle réellement de l'importance de la communication et de l'information. Parce que... Oui, la communication et de l'information. Donc, il faut communiquer. Et l'autre élément qu'il faut se réjouir, c'est du fait que le pays n'est pas le seul à traverser cette crise. Il y a des pays limitrophes qui sont en train de nous appuyer, qui volent au secours de la Guinée. Et il faut se réjouir. Et puis s'acharner à prier et justement pour que la situation revienne à la normale. Inch'Allah. Merci. Oui, il faut que la situation soit à la normale. Parce que quand la crise s'approfondit, ça va impacter tout le monde. Et ça sera, disons, autre chose pour les personnes en situation de handicap. Oui, surtout qu'on connaît leur quotidien. Ils ont un quotidien des personnes qui demandent à autrui pour manger. Et si maintenant tout le monde est impacté, si tout le monde est impacté, ça devient un problème. Si la main qui donne est impactée, ben vous imaginez le sort de celle qui reçoit. Donc, parlant de cela, amen. Parlant de cela, est-ce que il est aussi important de parler de l'assistance médicale qui se fait déjà et pourquoi pas le fichier social. Le fichier social, est-ce que c'est important dans ce genre de circonstances et pour ces personnes impactées et pourquoi pas ces personnes porteurs d'handicap? Oui, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le drame, il a eu lieu. Le drame est survenu. Ça, on n'y peut rien contre. On n'y peut rien, on ne peut pas l'empêcher. C'est déjà ce qui passe, c'est arrivé, c'est effectif. Maintenant, aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est comment voler au secours de ces gens-là. Et j'ai appris que
Ouais, la prise en charge sanitaire, elle est gratuite. Elle est Oui. gratuite. Donc ça, il faut se réjouir. Il faut se réjouir parce que quand on demande à un sinistré de débourser de l'argent pour bénéficier des premiers soins, là, ça, vous aggravez sa Ça situation, quoi. devient autre chose. Ouais. Maintenant sur le plan mental et moral, ces personnes ont besoin aussi d'assistance d'une manière à Ouais. une autre, que Mais ce soit à ah, l'immédiat ou bien dans les années, dans les mois à venir. ouais, mais justement, et toute personne, dans les conditions normales, hein, dans les conditions normales, toute personne ayant survécu à un drame, à un sinistre, susceptible peut-être de lui causer du trauma, le traumatisme, Ouais, cette personne-là doit bénéficier d'un suivi psychologique. ouais, Mais tout ça, c'est une question de moyens. ouais. C'est la disponibilité des fonds qu'il faut voir et du personnel. Est-ce que nous avons suffisamment de psychologues, d'assistants sociaux, justement pour venir vers ces personnes-là, Ouais, évaluer leurs besoins et justement leur apporter une espèce de thérapie, voilà, pour qu'elles se rétablissent au plus vite. ouais, Voilà, tout ça aussi, c'est une question de moyens. Sinon, c'est nécessaire, c'est logique et c'est bénéfique pour toute personne ayant survécu, disons, à des sinistres, à des drames, que ce soit des inondations, des incendies ou comment je vais dire, des secousses sismiques, des tremblements ouais. de terre. C'est hyper important qu'il y ait cette chaîne-là des psychologues, d'assistants sociaux, justement, qui vont venir les assister, échanger avec eux et parce que pour certains, vous savez, certains ont une psychologie très fragile, Très surtout nous les personnes fragile. handicapées. Surtout Ouais, nous les personnes handicapées. Certains parmi ouais. nous ont une psychologie très fragile. C'est Ouais, pourquoi un ouais. simple terme suffit à les affecter. À les C'est pour, énerver, oui. oui, à les énerver. C'est pourquoi, vous voyez, certains, souvent moi, quand j'étais dans le quartier, j'entendais des discours genre, des personnes comme ça, ils ont Un- le tempérament très chaud, ouais, alors qu'ils n'ont pas compris. ouais, Ils n'ont pas compris. C'est que c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Il y a certains, c'est l'effet du handicap. ouais. C'est l'effet du handicap, ça Parce fragilise la qu'ils n'ont psychologie. pas accepté dedans, ils n'ont pas accepté, ils sont rejetés à longueur de journée, ils sont Voilà. marginalisés. Ouais. Quand ça continue comme ça, quand ça continue comme ça, ces personnes-là comment je vais dire, sont développées à la révolte parfois, à la rage. Ouais. Donc, si tu ne fais pas attention, si tu ne choisis pas les bons termes pour les adresser, forcément, ça va gronder, quoi. Ça va s'enflammer. Ouais. Monsieur Barry, et encore toujours merci d'être là. Je pense que l'émission évolue comme prévu. Est-ce que, à ce niveau, et après cet incendie qui est tombé du ciel, est-ce que l'État doit se rendre compte qu'il y a des services qui manquent encore de formation, qui en ont besoin de créer, on a besoin de créer certains services et des services existants ont besoin d'être renforcés. En même temps, créer un système de sensibilisation au niveau de la population aussi. Est-ce que l'État ne Oui, en pense, fait, penses-tu pas l'État doit venir à ce point et réfléchir pour améliorer parce que l'État aussi, c'est il faut il faut agir à l'instant, quoi. C'est pas ouais, comme un citoyen lambda où il il va y a dire, OK, c'est venu, je vais attendre jusqu'à ce que je vais avoir les moyens, ou bien jusqu'à ce que ça va se faire et l'autre. Mais l'État doit être en avance dans les conditions normales, ou bien agir instamment. au fait, si vous renforcer le personnel en termes d'effectifs, Ouais. en termes de formation, tout ça, au fait, c'est des belles initiatives, c'est des bonnes choses. Aucun Guinéen vous dira, ah, nous avons eu tellement d'agents, des pompiers, au point qu'on n'en a plus besoin. Non, non, il faut avoir suffisamment de pompiers, c'est pas un problème. Et surtout aussi, accentuer le volet formation. Accentuer le volet formation parce que ces gens-là, il faut les former. Quand il y a tel événement, vous devez agir comme ça, vous devez faire comme ça. Vous voyez quoi? Il y a des experts pour ça. Donc, je suis bel et bien d'accord avec vous. Il faut renforcer
les capacités en termes d'équipement, parce qu'il faut pointer du doigt aussi, il y a, certains sont sous-équipés, c'est des services qui sont sous-équipés. Oui, Et parce qu'en l'effectif, longueur de journée, on entend qu'aussi y a l'incendie dans les quartiers. Ils disent qu'ils ont appelé les l'effectif pompiers. est Ils disent qu'ils suffisant, n'ont pas les d'eau compétences ou sont bien ils suffisantes, n'ont non? pas de carburant. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Donc, tout ça, ça rentre dans ce que je suis en train de faire et le terme que vous avez utilisé, le renforcement des capacités. Et là, il faut spécifier capacité en termes d'équipement, logistique, capacité en termes de formation, capacité en termes d'effectifs. Parce que, vu l'ampleur de dégâts à Kaloum, là, il faut suffisamment d'éléments. Il faut suffisamment d'éléments. Et vous avez vu, hein, les gens étaient sur le terrain, mais nous avons eu du mal à contrôler et à circonscrire le feu. Ouais. Donc, il faut prendre tout ça, il faut prendre tous ces aspects-là en compte. Et pour que ça serve de leçon et créer des services qui vont répondre aux besoins, quel qu'en soit ce qui va arriver, parce que c'est ça l'État. Nous avons la population à accepter de donner une partie de son pouvoir à l'État en contrepartie d'assurer sa santé, sa sécurité, sa prospérité en un mot, parce que son bien-être en un mot. Avant de finir ou de fermer portes et fenêtres de cette émission, je vais dire encore à Singa, bonsoir, merci, et à Barry aussi, Gary, merci. Merci de nous suivre quelque part en Guinée et merci à toutes ces personnes. Continuez de partager, continuez de nous suivre et merci à tous ces abonnés sur cette page de Handicap Entertainment Studio. Monsieur Barry, on tend vers la fin. Avant de clôturer, je vais vous donner la parole. Vous allez vous exprimer dans la langue de votre choix. Et si vous voulez, si c'est un conseil, si c'est une approche de solution, si vous voulez résumer tout ce qui a été dit ici, on va vous donner la parole pour 1 à 2 minutes. Et donc, je vais le faire maintenant. Alors, merci beaucoup. Je préfère m'exprimer en français, justement, pour permettre à tout un chacun de me comprendre. Ce que je vais dire, d'abord, je demande à tout le monde de prendre courage, surtout les personnes handicapées, la couche à laquelle j'appartiens. Donc, je leur demande de prendre du courage et ça va passer. Les personnes handicapées qui sont impactées, et je leur demande également du courage. Et de toutes les façons, nous allons surmonter cette épreuve. Je partage leur peine. Et peut-être un autre message au gouvernement, c'est de leur dire que nous, de notre côté, vous savez, hein, nous les personnes handicapées, même quand l'État fait beaucoup pour nous, nous dirons que ce peu, pas par ingratitude. C'est pour les pousser à travailler davantage pour nous. Vous voyez? Donc, ils ont fait le fait de les identifier parmi les victimes. Et ça, d'abord, c'est une bonne chose. Et j'ose espérer que les fonds qui seront récoltés, et puis, justement, on ne va pas les oublier dans la distribution. Et surtout aussi, il faut penser justement à la reconstruction de leur domicile pour celles qui en ont, parce que ce n'est pas tout le monde. Mais avant cela, comme je l'ai dit au préalable, c'est important de mettre en place un comité d'experts qui va évaluer l'ampleur du secousse avant justement d'engager les opérations de reconstruction pour ne pas que nos compatriotes aillent dans ces débris-là et qu'ils s'exposent, je ne le souhaite pas, à d'éventuelles tragédies. Et encore une fois, bon courage à tout le monde et prions Dieu pour que la crise soit jugulée dans les meilleurs délais pour que le pays retrouve sa situation normale, que les activités reprennent, que l'administration commence à fonctionner et que, voilà quoi, que tout un chacun puisse vaquer librement à ses occupations. Merci. Merci. Un autre mot pour la page et les abonnés.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, je vous remercie très sincèrement, je vous remercie très chaleureusement. Je vous apporte un appui soutenu pour cette initiative. C'est très important. Il faut continuer, il faut foncer comme ça. Alors, les co-animateurs de l'émission sont malheureusement, c'est vrai, des connexions, mais ils ne sont pas les seuls. Mais voilà quoi. Espérons que tout ça sera bientôt de beaux souvenirs. La situation va revenir à la normale, quoi. Encore une fois, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci. Merci à M. Barry d'être là. Et avant de fermer Portes de Fenêtre, je vais encore remercier M. Barry Mamadou. Et comme je le disais à l'entame, c'est ton exemple, c'est une source de motivation. Et c'est une personne qui donne l'espoir à tout le monde, qui donne l'espoir à tout le monde. Donc, Merci. inspirez-vous de cette personne. Et c'est la première fois, mais ça ne serait pas la dernière fois de passer Ouais, dans cette émission. Il va disponible. revenir, nous allons parler sur le projet de loi portant sur la promotion et la défense des personnes en situation de handicap et pourquoi pas d'autres thème dans cette émission. Et c'était votre chroniqueur de cette émission, Ali Diobari. C'est avec ces mots, je vais vous dire merci et dans l'espoir de revenir et vous servir dans les jours à venir, Inch'Allah, si le Créateur le voudra bien dans la santé. Merci encore une fois, Barry, et on se reprend euh, dans les jours à Si. venir. Okay. Merci à Oumar aussi et Bill, partout où vous êtes. Merci. Marianne, je vous dis bonsoir et à toute l'équipe en un mot et à toutes ces personnes qui sont abonnées sur cette page. Au revoir. On se reprend à tout moment, Inch'Allah. Merci.